passez sûrement vos journées entières à vous demander où sont passés Cameron Diaz, Drew Barrymore ou encore Suzanne Sarandon. Et c'est légitime, mais là où vous êtes chanceux, c'est qu'aujourd'hui je vais vous le dire. C'est fou les coïncidences. Et on va commencer directement avec Cameron Diaz, qu'on a officiellement plus vu depuis 2014, mais dont le film un minimum intéressant remonte à 2002. Bon, je vais rapidement l'introduire pour que vous compreniez aussi son parcours et pourquoi elle a arrêté son métier d'actrice. À la base, Cameron Diaz, elle est mannequin, et vous vous en doutez, pas aussi connue qu'aujourd'hui. Mais en 1994, elle va obtenir gratuitement et avec une chance bien vénère, un rôle qui va changer sa vie à tout jamais. Non, pas lui. Voilà, The Mask, avec Jim Rohn. Pardon. Bon, elle sait clairement pas jouer, parce que je vous le rappelle, c'est pas son métier et que les producteurs s'en tapent le coquillard tant qu'elle est sexy et qu'elle peut aligner 3 phrases, mais elle veut suivre des cours d'acting pour faire les choses bien. Et certains auraient dû prendre exemple. Bref, elle fait le film, gros succès, et dès 21 ans, elle se retrouve sur le devant de la scène et décroche même une nomination aux Golden Globes. Elle enchaîne les petits films indépendants, mais vous vous en doutez, qui dit indépendant dit tout le monde s'en bat les couilles, et donc elle va petit à petit s'enfermer dans la persona de la blonde sexy qui a pas sa langue dans sa poche et qui séduit les hommes. À force de camper des rôles comme ça, elle trouve la célébrité, notamment avec Marie à tout prix des frères Farrelly. Malheureusement, ça ne fait que consolider les archétypes associés à son image, mais on sent qu'elle a quand même envie de s'en défaire un peu parce qu'elle a 26 ans, donc flemme de juste jouer la blonde sexy toute sa vie, et elle va alterner les comédies et les rôles plus sérieux. Charlie et ses drôles de dames, le remake de la série, va faire beaucoup de bruit. Tout de suite, les raisons pour lesquelles le personnage de Dylan est le meilleur. Elle obtiendra après ça des rôles dans de plus grandes productions comme Minority Report, Gangs of New York ou encore Vanilla Sky, et elle prêtera également sa voix à Fiona dans Shrek à partir de 2001. But I don't understand. En 2003, le deuxième opus de Charlie et ses drôles de dames marche pas du tout, c'est un échec critique et commercial, et elle sera même nommée aux Razzie Awards pour sa performance. Après ça, malgré ses tentatives pour changer de genre, elle se renfermera dans la persona qui l'a fait naître, notamment en 2002 avec le film Allumeuse, en 2005 avec In Her Shoes, en 2006 avec The Holiday, et en 2008 avec Jackpot, bref, des rôles qui lui valent encore une fois des nominations aux Razzie Awards. Bon, il y a pas grand chose qui va pour Diaz qui enchaîne les bides et se raccroche à des rôles sans prise de risque. Dans les années 2010, elle enchaînera les mauvais films, que ce soit des comédies ou des films de cinéastes confirmés, comme par exemple Ridley Scott ou Michel Gondry, qui nous ont habitués à mieux. J'ai pas de lecteur DVD alors. En 2014, elle est à l'affiche de 2 gros échecs, et notamment un, Annie, le remake du film de 1982. It all sounds like some bad movie. Sa prestation est d'ailleurs jugée surjouée. And the only reason you are here is because I get $157 a week from the state. Et elle sera une nouvelle fois nommée au Razzie pour la pire actrice principale et le pire second rôle féminin. Bon, après tous ces échecs, elle s'essaye à une suite de Bad Teacher alors que le film avait clairement bidé en 2011. Maybe I wasn't such a bad teacher after all. Et là, miracle, elle change complètement de chemin et publie un livre de conseils beauté, et elle arrête totalement de jouer dès 2014. En mars 2018, elle annonce mettre un terme à sa carrière cinématographique, et on la retrouve sur un autre marché puisqu'elle lance sa propre marque de vin. Oui, je vous assure, d'ailleurs c'est dur de pas le savoir puisque l'ensemble de son Instagram est consacré à sa marque. Par exemple, là elle boit aussi. Bon, elle boit tout le temps en fait, globalement. C'est un vin blanc et un rosé de la marque Avaline, et la marque elle se fait démolir, comme à peu près toute sa carrière, parce que le vin serait bourré de sulfite et non de protéines d'origine animale. Bon, je peux pas vraiment vous dire mon ressenti parce que je me voyais pas acheter une bouteille, mais il doit être bon puisqu'elle en boit beaucoup. En 2019, elle accouche de son premier enfant. En 2020, elle participe au podcast de Gwyneth Paltrow dans lequel elle avoue ne pas regretter son choix et être épanouie dans cette vie-là. Elle dit d'ailleurs: au cours des 8 dernières années, je suis passée à une autre vitesse. J'ai fait une guérison personnelle très profonde. Dans le show de Kelly Clarkson, elle parle de sa retraite et dit qu'elle voulait aussi se retrouver et prendre du temps pour elle. J'avais une grosse maison, mais je ne pouvais pas m'en occuper. J'avais des chiens, mais je ne pouvais pas m'en occuper. Je voyais peu ma famille, car j'étais consumée par le travail. Bon, c'est ma traduction, donc c'est forcément pas la bonne, mais c'est un truc comme ça. En mars 2024, elle accueille un deuxième enfant. Bon, elle a l'air d'aller super bien et de vivre sa meilleure vie. On comprend son choix et on lui souhaite de rester à la retraite avec sa famille et ses enfants pendant très longtemps, parce que de toute façon, le monde du showbiz, c'est vraiment de la merde. Récemment, on a annoncé que Cameron Diaz sortait de sa retraite pour une comédie d'action, écrite par Seth Gordon et Brendan O'Brien, intitulée Back in Action, produite pour Netflix et prévue dans l'année. Une comédie. On l'a pas énormément vu dans ce registre-là, c'est original. Guys, maintenant faut qu'on parle de Drew Barrymore parce qu'au vu de son enfance et de ce qu'elle a affronté, c'est pas non plus très étonnant qu'on la voit plus sur nos grands écrans. Fun fact, ses parents étaient acteurs, ses arrière-grands-parents étaient acteurs, ses grands-parents étaient acteurs, elle est la nièce d'une ribambelle d'acteurs, ses marraines sont Sophia Loren et Anna Strasberg, et son parrain n'est autre que juste Steven Spielberg.
Est-ce qu'il y aurait pas eu un petit pistonnage là-dedans? Ah, bah je crois bien, hein, parce que personne commence sa carrière à 11 mois. Bon après c'est pour une pub pour la bouffe de chien, donc ça compense. Elle commence dès le berceau sa carrière, poussée par sa mère qui concrètement veut ramener de l'argent à la maison. À 7 ans, elle se fait embaucher par le tonton Spielberg pour E.T. et devient une des actrices enfants les plus célèbres de l'époque. Donc je vous passe le début de carrière, quelques mauvaises rencontres et plusieurs petits films. Mais être enfant star c'est pas facile, elle enchaîne les fêtes et les soirées et tombe très très jeune dans la drogue et l'alcool. Elle fume son premier joint à 10 ans, prend sa première ligne à 12, devient alcoolique à 13 ans. Faut dire que durant les soirées, sa mère s'occupe pas du tout d'elle, hein, elle s'en fout pas mal, car une nouvelle fois, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Donc à 13 ans, elle est accro à l'alcool, à la marijuana et à la cocaïne, ce qui fait un petit cocktail sympa. Bon, elle est admise en cure de désintoxication très vite, hein, mais sa mère l'oblige quelques temps après à reprendre les tournées, et moins de 1 an après, elle fait une tentative de suicide et retourne en désintoxication. En 90 à 15 ans, elle réussira à se débarrasser de la tutelle de sa mère, mais 2 ans plus tard, lorsqu'elle souhaitera revenir chez elle, cette dernière refusera, et du coup, elle fera une deuxième tentative de suicide et partira en hôpital psychiatrique. Elle réussit tout de même à sortir de ses addictions, mais l'image de la mauvaise fille perdure et elle ne trouve que des rôles dans des petits films ou des séries B. Cette image de jeune fille rebelle, manipulatrice et séductrice lui colle à la peau. Elle va enchaîner les films qui reflètent cette persona, notamment avec le film Fleur de peau ou encore Le démon des armes, qui n'est autre que l'histoire d'une adolescente qui tue son beau-père sexuellement abusif à l'arme à feu. Ses apparitions publiques participent aussi à ternir son image. Par exemple, à 17 ans, elle pose nue avec son fiancé de l'époque pour une interview. En 95, elle pose nue pour Playboy. D'ailleurs, tonton Spielberg lui conseille même de se couvrir, à croire que se droguer c'est ok, mais montrer un petit bout de peau, c'est la déchéance. La même année, elle monte sur le bureau dans l'émission Late Show with David Letterman et lui montre ses seins pour son anniversaire. Donc clairement, le showbiz lui fait plus de mal que de bien, mais après tout ça, et seulement grâce à elle et son courage, elle réussit à sortir tout ça et elle redevient plus posée, semble aller mieux. Et en 96, on la retrouve notamment dans un film pour une scène qui va devenir mythique. What's your favorite scary movie? Ah, mon amour pour Scream, vous savez pas vous. Hein. En 2000, elle joue dans Charlie et ses drôles de dames, et elle fait le meilleur personnage, aux côtés de Tiens, ce serait pas une putain de malédiction ce film? Elle enchaîne comédie romantique, film de merde, et en parallèle, elle gère sa société de production Flower Films qu'elle a créée en 1995 et dont la responsabilité lui a aussi permis de s'émanciper. Elle réalise en 2009 son premier film dans lequel elle joue, qui se nomme Bliss, qui, oui, bon, pas mal. Ensuite, elle enchaîne les films ok tiers, voire pas bon du tout, jusqu'en 2016, où elle va jouer dans une série qui est plutôt cool, qui se nomme Santa Clarita Diet, et qui est malheureusement arrêtée après la saison 3. D'ailleurs, entre 2015 et 2020, à part cette série, on la retrouve nulle part ailleurs. C'est sûrement dû au fait qu'elle a 2 filles de 3 et 1 an. Elle révélera d'ailleurs par la suite, je cite, « J'ai arrêté de faire des films quand mes enfants sont nés, parce que c'est quelque chose que je faisais depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé à 11 mois, et c'était une évidence pour moi de mettre la réalisation de films en veilleuse pour que je puisse être présente et élever mes enfants moi-même. » Elle révélera également dans son livre White Flower, sorti en 2015, avoir souffert de baby blues après la naissance de sa fille. « Je n'ai pas souffert de dépression postpartum lors de ma première grossesse. Je ne comprenais donc pas ce qui s'est passé. J'étais dépassée à chaque instant, je ne me sentais vraiment pas bien. Je me suis demandé où je devais passer le plus de temps, au travail ou chez moi. Faire moitié-moitié serait idéal, mais c'est pas comme ça que ça marche. La vie est compliquée. C'était un véritable challenge et je me suis sentie dépassée. J'ai pris beaucoup de décisions qui ont changé ma vie professionnelle pour m'adapter à la maternité. En 2020, elle revient avec le film Le Beau Rôle. Est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler? C'est le dernier film dans lequel elle tient un vrai rôle puisqu'elle se consacre ensuite entièrement à son talk-show télévisé qu'elle vient de créer en septembre 2020 et qui se nomme The Drew Barrymore Show. En 2021, elle annonce officiellement qu'elle prend une pause dans son métier d'actrice. Elle écrit un livre de cuisine intitulé Rebel Homemaker. Elle lance Drew Magazine, un magazine de style de vie. Elle aime beaucoup mettre son nom dans les choses. En 2021, elle pique une tête dans le film Un château pour Noël où elle joue son propre rôle. En 2022, elle fait la voix de la principale au micro dans Scream 5, vraiment des apparitions furtives voire inutiles. En 2023, elle joue son propre rôle dans un épisode de And Just Like That, et comme la tranquillité ne dure jamais 58, c'est un proverbe suisse, elle se met dans la sauce puisque cette année-là, il y a la grève des scénaristes et des acteurs en Amérique, et elle décide, elle tranquille ou bilou, de reprendre son émission avec des épisodes sans scénariste. Bon, techniquement, elle a le droit, hein, mais c'est pas très fair-play pour la cause, et en plus, l'émission vire 2 personnes du public qui portent des épinglettes WGA, qui représentent les syndicats des scénaristes. Donc les membres de la guilde des scénaristes viennent manifester dans les lieux de tournage, c'est clairement la merde pour elle, on annule sa présence en tant qu'hôte. Bon, elle essaye de se racheter sur Instagram, mais au vu des critiques, elle supprime son post. Elle annonce ensuite qu'elle met en pause l'émission tant que la grève n'est pas finie, et son émission reprendra le 16 octobre 2023, soit 3 semaines après la grève. Elle présentera ses excuses pour tout ce qui s'est passé. Bon, depuis, elle continue son petit talk show, elle partage un peu sa vie sur Instagram, passe du temps avec ses enfants. Et pour le coup, elle a aucun projet lié au cinéma, donc on risque pas de la voir prochainement sur grand écran. Suzanne Sarandon, c'est un cas un peu particulier parce qu'elle continue à faire des films, mais fallait que je la mette parce que déjà plus personne regarde les films dans lesquels elle joue, et parce que son parcours est vraiment fou. En vrai, on va passer très vite sur sa carrière, hein, parce que c'est Suzanne Sarandon, vous êtes censé être déjà au courant de son parcours, et puis parce qu'elle a quand même tourné dans une centaine de films, donc on a clairement pas le temps. À la base, elle est mannequin, elle fait du théâtre en parallèle, et le film qui va vraiment la révéler tant il est culte,
et de Rocky Horror Picture Show. D'ailleurs, allez le voir, hein, c'est un ordre, pas une proposition. Elle enchaîne les films avec Catherine Deneuve, Jack Nicholson, Kevin Costner, Marlon Brando, j'en passe et des meilleurs, et elle est nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice pour Atlantic City. En 1991, elle joue Louise dans Thelma et Louise, qui est un chef-d'œuvre et sûrement le meilleur film dans lequel elle est jouée. Pluie de récompenses, nominations aux Oscars, bref, tout va bien pour Suzanne Sarandon, qui en 1996 reçoit enfin l'Oscar de la meilleure actrice pour le film La Dernière Marche. Et puis après, elle enchaîne tous les genres de films, hein, comédie, drame, film d'auteur, blockbuster, mais aucun film vraiment marquant. Et récemment, on a pu la voir en 2020 dans Blackbird, un petit film d'auteur que j'ai été voir. J'étais toute seule dans la salle. La même année, elle joue dans The Jesus Waltz, qui est un gros flop. En 2021, on la retrouve dans Jolt, hein, pour un petit rôle. C'est un gros flop. En 2023, elle joue dans la rom-com Maybe I Do, qui est un gros flop. Et le dernier film en date dans lequel elle a joué, c'est Blue Beetle. Et alors là, je vous raconte pas, en plus d'être un gros flop, c'est hyper décevant qu'elle rejoigne la liste d'actrices plus trop bankable qui jouent dans des films de super-héros pour le cacher, clairement. On devrait la retrouver dans 4 films cette année, mais rien de très attendu ou prometteur. Bon, vous avez compris, hein, la carrière de Suzanne, elle est autant finie que celle de Michel Pfeiffer. Petite balle perdue, c'est pour ton rôle dans Ant-Man, ça. Hein. Bah oui, je l'ai encore en travers de la gorge. Et en vrai, sa carrière, elle est finie depuis assez longtemps, hein. À en croire les notes sur Allociné, depuis Thelma et Louise, en fait. Mais en vrai, Suzanne, elle s'en fout, parce que elle, ce qui l'intéresse, c'est le militantisme et prendre parti sur des questions politiques et sociales. Du coup, à la question, elle est devenue quoi, Suzanne Sarandon? Elle fait des films que personne regarde et elle dénonce. Et en vrai, j'adore. En 2003, par exemple, elle s'oppose à l'invasion américaine de l'Irak et interpelle le président. En 2010, elle est ambassadrice de la FAO. Elle s'oppose à la peine de mort, dénonce les différences de traitement selon l'origine des personnes jugées. Elle est favorable à la prostitution. Récemment, elle prend parti dans le conflit israélo-palestinien. Et go aller voir son Instagram parce qu'elle a clairement des choses à dire et ça se voit qu'elle veut péter la gueule à certaines personnes. La dernière vidéo en date, c'est elle qui parle des conditions dans lesquelles les enfants vivent à Gaza et le manque de ressources pour les nourrir convenablement. En vrai, je la trouve incroyable humainement, autant qu'en tant qu'actrice, et son combat est plus que nécessaire. Donc force à elle, on l'aime et... continue ma sœur. D'ailleurs, petite fun fact, en 2021, lorsqu'on lui demande ce qu'elle cherche chez un partenaire, Sarandon répond « Quelqu'un qui a été vacciné contre la Covid-19, je me fiche que ce soit un homme ou une femme ». Et c'est pas un peu une réponse de Queen, ça? Bon, aujourd'hui on est revenu sur 3 actrices, mais n'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes dont la disparition est inquiétante, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant,